Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la protection des milieux naturels et des étangs, en particulier les plantes et les animaux sauvages qui y vivent. Parce qu'il ne suffit pas de protéger les espèces si les milieux dont dépendent ces plantes et ces animaux disparaissent. Nous verrons aussi qu'il est possible d'associer protection de la nature et agriculture et que cette association est même la seule manière de gérer les milieux que nous offre la nature de manière durable. C'est l'exemple de l'étang de la Chaussée en Meuse. Benoît Paul, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici à l'étang de la Chaussée, c'est dans la Meuse, au sud-est de Verdun, dans le territoire du parc naturel régional de Lorraine. Benoît Paul, vous êtes le conservateur de cette réserve naturelle régionale de la Chaussée gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. En quoi peut-on dire que l'étang de la Chaussée est un site exceptionnel ? Alors l'étang de la Chaussée est un site exceptionnel pour la région car il représente une surface en eau de plus de 300 hectares avec de très grandes surfaces de roseaux et qui abrite du coup des espèces faunistiques ou floristiques protégées ou non mais qui ont une grande valeur pour notre région. Alors quand vous dites Benoît Paul, faunistique et floristique, c'est les animaux et les plantes sauvages. Tout à fait. Grâce au son que l'on vient d'entendre réalisé par le bioacousticien lorrain Julien Picheneau, Benoît Paul, on est ici totalement immergé dans l'ambiance que vous connaissez bien de l'étang de la Chaussée. Alors oui, tout à fait, on est plongé complètement et même immergé dans cette ambiance sonore des bords d'étang qui est extrêmement riche. Alors il faut savoir que le territoire lorrain est de longue date un territoire lié à la pisciculture et donc aux étangs. Aujourd'hui encore, notre territoire est la troisième région productrice de poissons en France. Alors pourquoi cette si grande diversité d'étangs et ce si grand nombre d'étangs sur notre territoire ? Parce qu'on avait des terres qui s'y prêtaient, des terres argileuses et donc imperméables, qui ont permis au cours du XIIIe siècle de créer de nombreux étangs dans notre région. Alors on peut distinguer deux territoires dans la région d'étangs, donc le territoire dans lequel on se situe, l'étang de la Chaussée, donc le territoire de la Petite Wavre, et le territoire du Pays des Étangs, donc où l'on retrouve le domaine de l'Indre, l'étang de l'Indre. Alors, pour revenir à la Petite Wavre, la Petite Wavre était historiquement une terre marécageuse qui se situe au pied des côtes de Meuse.
Donc on est sur la jonction entre des côtes calcaires qui vont amener beaucoup d'eau, drainer beaucoup d'eau et qui vont arriver sur une couche imperméable et qui vont donc former des étangs. Alors c'est au cours du XIIIe siècle que les communautés monastiques ont créé de nombreux étangs. Parce que c'était pour elle, Benoît-Paul, aussi une manière de s'alimenter d'abord, et puis j'imagine aussi une ressource financière. Tout à fait, tout à fait. Alors il faut bien avoir en tête que l'objectif premier était de drainer les sols, parce qu'on se situait sur des terres vraiment marécageuses et impropres à l'agriculture. Donc l'objectif était de créer un espèce de réseau de drainage, si on peut dire, et en même temps se retrouver du coup avec ces grandes masses d'eau qui formaient donc nos étangs d'aujourd'hui et qui pouvaient produire du poisson. Alors c'est vrai qu'on consommait beaucoup plus de poissons, historiquement, alors que ce soit notamment au travers de la religion. On était des grands consommateurs de poissons. L'étang de la Chaussée a alimenté notamment les villes de Metz et Nancy. Donc on avait une pêche, et on a toujours eu une pêche régulière de ces étangs, pour approvisionner toute la population. Mais c'était aussi des viviers d'autres espèces, que ce soit des oiseaux, que ce soit des mammifères. On trouvait historiquement des loutres, par exemple, un animal qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans notre région. Donc c'est vrai que ces étangs font partie de l'histoire de notre territoire et ont énormément modifié nos paysages, parce que on était sur cette grande plaine argileuse qui s'est transformée aujourd'hui avec cette mosaïque d'étangs qui aujourd'hui qui fait partie de notre paysage. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Benoît-Paul, d'une part, ce que l'on trouvait déjà à l'époque dans ces milieux, dans ces étangs, comme celui de la Chaussée ici en Meuse, et d'autre part, est-ce qu'on sait également à quel moment ces étangs ont disparu par rapport à cette période de création qui remonte, vous le disiez à l'instant, au XIIIe siècle? Alors on y trouvait énormément de choses, que ce soit des grands rapaces, par exemple, des aigles. Historiquement, on pouvait observer des espèces qu'on ne trouve plus aujourd'hui. On pouvait trouver beaucoup de mammifères liés à l'eau, comme je pouvais citer la loutre, qui est vraiment une espèce très emblématique des milieux aquatiques. On pouvait trouver beaucoup d'écrevisses, beaucoup de canards aussi, qu'on trouve toujours aujourd'hui, mais qui faisaient partie aussi de l'alimentation de la population. De leur quotidien. Tout à fait. Et on trouvait aussi beaucoup de reptiles, beaucoup de serpents liés à l'eau, qui pouvaient être aussi consommés. Des amphibiens, comme toujours, oui, effectivement, des grenouilles et même différents mollusques, comme ce qu'on peut toujours trouver aujourd'hui. Et ces typiques moules d'étang qu'on appelle les anodontes. Et alors pourquoi sa disparition peut-on la dater? On peut dater effectivement au cours du 19e siècle, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux engouements pour les étangs et pour développer d'autres activités qui étaient bien souvent incompatibles avec la préservation de toute cette biodiversité. L'étang de la Chaussée, une étendue d'eau de 360 hectares. Chaque année, et ce depuis 32 ans, le domaine organise sa fête du poisson. L'étang est vidé et tous les 2 jours, un tiré de filet y est organisé. Au total, il y en aura plus d'une vingtaine. Économiquement, c'est important. C'est pratiquement 20% du chiffre d'affaires de l'établissement. Et la fête du poisson, c'est également un prétexte, le prétexte de faire venir beaucoup de monde sur l'exploitation. Nous sommes avant tout un établissement et service d'aide par le travail. Donc on accueille sur un espace professionnel des personnes en situation de handicap. Faire venir les gens chez nous, c'est promouvoir le travail de nos résidents, de nos usagers. Chaque jour de pêche, 3 à 4 tonnes de poissons sont ramassées. Un tri est alors effectué entre la dizaine d'espèces que l'on trouve ici. Certains poissons seront directement vendus sur place, d'autres verront leur existence se prolonger. Benoît-Paul, conservateur de la réserve naturelle de l'étang de la Chaussée. Ce qu'on vient d'entendre ici, c'est un extrait de l'émission Midi en France, diffusée du lundi au vendredi à 10h50 sur France 3. Plusieurs acteurs interviennent sur cet étang de la Chaussée, réserve naturelle régionale. Plusieurs acteurs, j'allais dire d'innombrables acteurs, peut-être pas, mais il y a l'Association des paralysés de France, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, et puis également la commune qui intervient sur cet étang. Pourquoi autant d'acteurs et quel est le rôle de chacun d'entre eux? Alors pourquoi autant d'acteurs? Écoutez, j'ai envie de dire, beaucoup d'acteurs se sont engagés dans cette démarche de réserve naturelle. Alors tout d'abord l'Association des paralysés de France en tant que propriétaire de l'étang de la Chaussée.
et de prairies avoisinantes et de forêts, aussi de territoires de forêt qui avoisinent l'étang. L'Association des paralysés de France a une activité première qui est le social. C'est un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail, qui embauche presque 40 personnes handicapées à temps plein et toute l'année, qui travaillent sur des activités de production de volailles, mais également de poissons. Comment est-ce que l'association des paralysés de France, Benoît Paul, se retrouve propriétaire comme ça d'un étang de plusieurs centaines d'hectares? Alors c'est une belle histoire, c'est un baron, le baron de Wangen, qui, à la fin des années 70, avant sa mort, a décidé de léguer l'intégralité de son domaine, soit 360 hectares, à l'Association des paralysés de France. Et l'Association des paralysés de France a décidé de créer historiquement un CAT. Lui-même, ce baron, j'imagine, avait fait fortune, comme c'était souvent le cas ici en Lorraine, dans la sidérurgie. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'était un grand propriétaire dans le territoire de la WAF qui avait fait effectivement fortune. Alors j'imagine aussi que si l'étang a cette valeur biologique et écologique que vous évoquez, Benoît Paul, c'est aussi sans doute parce que précisément l'association des paralysés de France et peut-être même le fameux baron bien avant eux, finalement gérait cet espace presque à l'identique et la manière dont les moines eux-mêmes l'exploitaient depuis 700 ans. C'est tout à fait ça. C'est la multitude de gestionnaires et toujours ce respect de travailler avec un outil de travail qu'est l'étang et de le respecter au travers des siècles qui a permis de conserver dans cet état l'étang et toute la biodiversité qui y est associée. Alors, les paralysés de France, l'association plutôt des paralysés de France, propriétaire de la très grande majorité de l'étang de la Chaussée, le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Alors le conservatoire est présent à double titre. Il est propriétaire de 30 hectares de forêt qui sont situés au sein de la réserve naturelle régionale. Et en même temps, il a été nommé gestionnaire de cette réserve qui fait un peu plus de 600 hectares pour le compte de la région. Et la commune? Effectivement, on trouve un troisième partenaire qui est la commune de la Chaussée qui a choisi de s'engager dans cette démarche de réserve naturelle en plaçant plus de 200 hectares de propriétés communales au sein de la réserve naturelle, qui sont constituées essentiellement de forêts communales et de prairies. Alors, il faut quand même dire deux mots, Benoît Paul, sur cette notion de réserve naturelle régionale. Alors, on commence à connaître un peu la notion le concept de réserve naturelle. On ne précise pas nationale, mais c'est quand même un peu l'idée. Et puis, le législateur a trouvé utile de créer des réserves naturelles régionales. C'est d'abord un statut juridique avant d'être un territoire. Tout à fait, c'est un statut juridique et on peut même dire que c'est le statut qui apporte la plus grande protection en France actuellement pour la protection de l'environnement. Et depuis 2005, l'État a choisi de déléguer en fait ce classement de réserve et de constituer une nouvelle réserve naturelle, donc la régionale, pour que les régions puissent dynamiser un peu ce réseau. Et ça a marché parce qu'on a eu de nombreuses nouvelles créations de réserves. Alors, est-ce que le terme réserve, Benoît Paul, est approprié? Parce que quelquefois, les gens s'imaginent qu'une réserve, parce qu'on pense bien sûr aux réserves d'Indiens, a priori, on imagine des réserves avec des piquets, des fils électriques ou des barbelés, des grillages. On est très loin, bien sûr, de cette conception de la réserve naturelle. Mais comme disait l'éco-ethnologue François Terrasson, en France, on est pour la destruction de la nature avec des réserves. Bon, évidemment, ça, c'est de l'humour à la François Terrasson, mais est-ce que le terme de réserve est approprié d'une part et surtout, qu'est-ce que ça implique quand vous dites que c'est le moyen de protection le plus efficace en France? Concrètement, qu'est-ce que ça implique sur le terrain? Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'ambiguïté sur le terme réserve naturelle. On a tendance à l'associer à un milieu naturel qui est mis sous cloche, qui est complètement fermé à tout le monde. Ce n'est pas le cas et je pense que l'exemple de la réserve naturelle de la Chaussée fait état de ça. On a des sites qui sont ouverts au public. Alors forcément sur des sentiers aménagés, des aménagements qui permettent de ne pas perturber ou d'impacter le milieu qu'on protège. Mais on emploie le terme réserve parce qu'il est vrai qu'on travaille sur tout ce qui est présent. On va travailler du papillon jusqu'à l'oiseau, jusqu'à la plante, et on n'a pas besoin d'avoir cette notion de protéger ou menacer. Donc
Le terme réserve, à mon sens, est bien adapté, mais on a des ambiguïtés sur l'interprétation. Mais ce sont des sites qui sont tout de même ouverts aux gens. C'est tellement ouvert qu'en fait, lorsqu'on arrive ici à la chaussée en Meuse, Benoît Paul, rien n'indique qu'on est dans une réserve, si ce n'est quelques panneaux par-ci par-là, sites d'observation des oiseaux. Voilà, quand vous dites un milieu ouvert, c'est totalement vrai. Exactement. Et vous ne trouverez pas une clôture ou un portail qui vous fermera la porte. Vous trouverez des panneaux qui vont vous dire attention à ci, attention à ça, préservez ce qu'il y a sous vos pieds. Mais par contre, rien ne vous empêche d'aller vous balader et de profiter de votre patrimoine. Alors à propos de patrimoine, Benoît Paul, précisément les réserves naturelles régionales, comme ici à la chaussée, permettent aussi de protéger les animaux. Quand les animaux en auront plein le dos, on aura beau recoller nos copeaux, on aura beau, on sera pas beau sans nos baleines, nos éléphantaux, wow, wow. Wow, wow. On sera tout moche et laid, ça on le savait. On sera vilain, pas beau, dans nos parures d'animaux, sans nos rats totaux. Wow, wow. Wow, wow. Y a les phacochères et les coléoptères qui préfèrent vivre autrement sur terre. Wow, wow. On sera pas beau. Wow, wow. Sans nos animaux. Quand cloué au poteau, on verra passer les corbeaux. Faut pas trop jouer avec la vitro. On aura beau, on sera pas beau, c'est pas la même sans nos crocos hipporinos. Wow, wow. Wow, wow. On sera tout moche et laid, ça on le savait. On sera vilain, pas beau, dans nos parures d'animaux, sans nos rats totaux. Wow, wow. On sera pas beau, wow, wow. Sans nos animaux. Wow, wow. On sera beau. Wow, wow. Sans. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le titre Les animaux du groupe Les Têtes Raides de Benoît Paul nous amène à une transition là, excellente, puisque bien sûr Sans animaux ne serait rien, c'est un titre extrait de l'album Fragile paru en 2005, c'est un groupe français créé en 84. En banlieue parisienne, je ne suis pas certain qu'ils aient beaucoup d'espace naturel près de chez eux, mais en tout cas leur titre Les animaux souligne bien l'importance des réserves naturelles, en l'occurrence ici régionales comme à la Chaussée, dans la Meuse. Benoît Paul, vous êtes conservateur de cette réserve naturelle régionale. Est-ce que la population locale comprend l'intérêt d'une réserve? Parce que, après tout, ça coûte aussi des sous, tout ça. Alors effectivement, il y a, je pense majoritairement une partie de la population locale qui comprend très bien, du coup, l'enjeu et l'intérêt d'une réserve naturelle sur son territoire.
Alors, effectivement, il y a eu des efforts de sensibilisation, de communication auprès du public local, parce que c'est pas évident de comprendre des investissements qui peuvent être réalisés sur un si petit territoire en faveur de l'environnement, mais au travers de démarches vraiment pédagogiques, d'animation spécifiques pour les habitants, des publications aussi pour les informer de ci et de ça, de tout ce qu'on peut faire. Je pense qu'il y a une grande partie, j'estimerais à 60-70%, des locaux qui sont complètement maintenant convaincus de tout ça. Alors après, effectivement, vous avez toujours une frange de la population qui s'y oppose et qui ne comprend pas qu'on investisse autant pour, alors je vais forcer les traits, mais pour sauver une libellule ou 3 papillons. Et je pense qu'il est important de rappeler que tous les investissements qui sont faits sur l'environnement, la protection de l'environnement, sont vraiment un enjeu primordial parce que on ne va pas se limiter à sauver un papillon ou une libellule. Il y a tous des services rendus par la nature qui sont vraiment inestimables, que l'homme ne pourra jamais reproduire, que ce soit pour la gestion de la qualité d'eau, comme l'étang peut faire tous les jours. Il va améliorer la qualité de l'eau des ruisseaux qui sont situés en dessous de l'étang, mais aussi gérer des crues, des phénomènes de crues, comme cette année. On a eu des très gros phénomènes de crues, comme beaucoup de départements. Et l'étang a permis de minimiser, si on peut dire, tous ces inondations. Est-ce qu'on peut dire, Benoît Paul, que finalement une réserve naturelle régionale, ou une réserve naturelle tout court, ou même sans être qualifié de réserve naturelle, ce type d'espace et le type de gestion que vous, Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, menez, sont finalement des laboratoires, des espaces de laboratoire pour finalement réconcilier aussi les activités. L'idée, ce n'est pas, vous le disiez tout à l'heure, de mettre sous cloche, bien évidemment, mais au contraire, de montrer comment ici, c'est le cas à la Chaussée, puisque c'est également un lieu d'exploitation, même si le terme n'est pas vraiment approprié, mais en tout cas un espace et un enjeu économique, que finalement on peut faire les deux. Oui, tout à fait. Alors, on pourrait effectivement parler de laboratoire et en même temps, on ne fait que préserver, j'ai envie de dire, des activités responsables, des activités qui respectent notre territoire, bien souvent des activités historiques, que nos anciens, si on peut dire, savaient très bien faire. On faisait attention à ce qu'il y avait sous nos pattes et on respectait tout ça. Donc, effectivement, c'est devenu maintenant, peut-être malheureusement, des petites zones expérimentales pour montrer que ce qui fonctionnait avant peut toujours fonctionner et utile pour tous. Quelques exemples ici, à la Chaussée, en Meuse. Alors bon, si on peut prendre l'exemple de la réserve naturelle, donc je citais tout à l'heure ce qui concernait la gestion de la qualité d'eau et des phénomènes de crues, mais vous avez aussi des zones ressources pour de nombreuses espèces, par exemple les pollinisateurs. On parle beaucoup en ce moment des pollinisateurs, des problèmes sur les abeilles et tous les autres pollinisateurs. Une réserve naturelle comme celle de la Chaussée, avec toutes ces prairies et toutes ces mesures qui sont faites en faveur des insectes, participe au soutien de ces pollinisateurs et donc de tout, par exemple les arboriculteurs qui sont à côté de cette réserve, les céréaliers aussi, qui ont besoin aussi de ces pollinisateurs. Toutes les productions qui avoisinent la réserve. Et donc, c'est encore un service rendu, pas par la réserve naturelle, par le patrimoine naturel qu'on protège. Alors après, vous avez aussi d'autres services rendus. On parlait tout à l'heure de la production de poissons. Sans étang, comment on ferait pour produire du poisson ? Je crois qu'on serait bien embêté. Et j'en passe, et je pense des meilleurs. Vous en avez trouvé aussi en forêt. Une forêt fournit beaucoup de services. Et on le voit aujourd'hui, on arrive peut-être à certaines limites. Alors j'imagine que vos contradicteurs, les quelques contradicteurs qui restent encore, ma foi, on ne va pas non plus passer trop d'énergie à essayer de les convaincre. S'ils ne comprennent rien, tant pis pour eux. Mais en tout cas, une démarche, Benoît Paul, qui a valu au Conservatoire et vos partenaires, gestionnaires de cet espace naturel remarquable, de cette réserve naturelle régionale qui est l'étang de la Chaussée, un prix. On avait connaissance depuis longue date d'un secteur de prairie intéressant, là juste à proximité de la réserve naturelle régionale. Et l'exploitant qui avait ces prairies-là poursuivait son activité malgré l'âge de la retraite qui était largement atteint. Donc on a été le rencontrer et on s'est rendu compte qu'il avait en fait deux craintes. C'était que ces prairies soient retournées
et que son exploitation soit complètement disloquée par plusieurs repreneurs. Donc on s'est assez vite rapproché de la SAFER pour aller discuter avec lui et lui proposer une solution de reprendre l'ensemble des prairies en lui garantissant qu'elles resteraient en place. C'était Cyril Didier, chargé de mission conservatoire pour le département de la Meuse. Quand je dis conservatoire, c'est Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, dans une vidéo réalisée par l'agence de l'eau Rhin-Meuse à l'occasion de la remise de prix des trophées de l'eau 2015. Benoît Paul, conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la Chaussée, c'est un prix, est-ce que la remise de ce prix, vous qui avez gagné, quand je dis vous, bien sûr, c'est pour l'étang de la Chaussée et la gestion que vous y menez, est-ce que ce prix a un impact localement, régionalement, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Eh bien, tout d'abord, je pense une grande fierté pour tous les partenaires et tous les participants et un bon exemple de concertation et de la possibilité de mettre tout le monde autour de la table, des gens qui, des fois, par leur profession, peuvent être de nature à s'opposer, que ce soit des protecteurs de l'environnement comme notre association ou des agriculteurs. Vous voulez dire par là que, Benoît Paul, qu'on trouve des intégristes finalement des deux côtés ? Tout à fait. Je pense que de tous les côtés, on peut trouver des intégristes. Et autour de la table, on a réussi à se monter ce projet qui nous a permis de mettre en avant vraiment la coordination entre une agriculture responsable qui fait attention à son territoire et en même temps qui du coup soutient des enjeux de préservation de la nature. Alors vous avez bénéficié, Benoît Paul, de l'installation d'un jeune agriculteur arrivé en 2015 à la Chaussée, Christophe Decker. Alors en fait, ce projet est né d'un agriculteur qui partait à la retraite et qui est venu solliciter le conservatoire, donc un ancien agriculteur, un éleveur, je précise, et qui avait peur du coup que sa ferme parte entre différents céréaliers et que l'entité de sa ferme disparaisse dans le village. Et qu'en même temps... Qui dit céréales dit souvent aussi arrachage de haies, de bosquets pour permettre le passage des engins, recherche de productivité maximale, etc. etc. Exactement. Probablement quelqu'un qui avait aussi une sensibilité à la nature, j'imagine. C'est ça. Et je pense comme de nombreux anciens éleveurs, c'était des gens qui faisaient, on en revient toujours au même, attention à leur territoire. Et donc ce monsieur est venu nous solliciter grâce à la SAFER, au partenariat avec la SAFER. Le conservatoire a pu acquérir une 50aine d'hectares de prairies, car c'est une de nos missions, c'est l'acquisition foncière pour protéger des milieux naturels. Donc le conservatoire a pu acquérir en 2014 ces 50 hectares et en parallèle, 50 hectares de prairies se sont libérés. Un autre agriculteur partait à la retraite, 50 hectares de prairies communales, et la commune a dit si vous voulez, on associe tout ça, donc le conservatoire et la commune, et on aide un jeune agriculteur à s'installer. Ce qu'il a fait donc en 2015, en étant toujours dans l'esprit qui vous anime ici à la Chaussée, à l'étang de la Chaussée en Meuse, Benoît Paul, dans la recherche d'une action concertée à la fois d'usage économique, on va dire, du bien, avec la nécessité de la protection de la nature. Oui, exactement. On se situe, je pense, clairement dans une démarche de développement durable. Je pense que c'était un exemple concret d'association d'enjeux agricoles et environnementaux. Alors c'est même un tel enjeu, et en fait c'est même une telle réussite qu'à l'étang de la Chaussée, on trouve encore des espèces très rares, et notamment des oiseaux, et notamment un de ceux-là particulièrement rare. Il arrive, lorsque l'on se promène à l'aube ou au crépuscule, en Lorraine, dans les étangs de la Chaussée, qu'on entend de loin le son lancinant d'une corne de brume. Pas de mirage possible dans ces contrées pourtant propices à la rêverie, car c'est un oiseau qui chante et lance son appel à l'amour. Le butor étoilé, un oiseau échassier, une sorte de grand héron costaud de 80 cm, au plumage brun, de la couleur des roseaux, avec de petites taches dorées et de minuscules étoiles brunes. À dire vrai, il est bien difficile à repérer ce butor étoilé, car il vit caché au milieu des roseaux de l'étang. Il marche lentement et discrètement, près de la rive des roselières, tête légèrement enfoncée dans les épaules, à l'affût d'un poisson ou d'une grenouille ou d'un insecte aquatique à attraper. Un bec long et pointu, tirant sur le vert et agrémenté d'une petite moustache noire, des yeux orangés qui guettent une proie, et hop,
quand le butor étoilé passe à l'attaque, le rythme change. C'était la voix de Céline Duchesnay sur France Culture, un extrait de sa chronique du monde sonore animal pas si bête. Benoît Paul, un petit peu en sourdine, la voix, j'allais dire, le chant du butor étoilé que l'on trouve encore ici à l'étang de la Chaussée en Meuse. Il n'en resterait que 300 mâles en France. Oui, exactement. C'est une espèce vraiment menacée sur notre territoire. Et il faut savoir aujourd'hui qu'elle a souffert énormément de la destruction de son milieu de vie, qui est les roseaux. Voilà, c'est une espèce qu'on trouve tout le temps, cachée dans les roseaux, qui a d'ailleurs un plumage qui la camoufle complètement. Mais par contre, elle passe pas inaperçue parce qu'elle a un chant, comme on a pu l'entendre, de bœuf. On l'appelle d'ailleurs le bœuf des marais. Le bœuf des marais. Alors on pourrait reproduire d'ailleurs assez facilement ce chant, Benoît Paul, en plaçant le culot d'une bouteille sous les lèvres et puis on souffle dedans, ce que font beaucoup d'enfants. Et en fait, sans le savoir, ils reproduisent tout simplement le chant du butor étoilé. Oui, c'est vrai, et sans le savoir, parce que c'est vrai que c'est une espèce qui est méconnue, qui est vraiment méconnue, mais qui est emblématique de nos étangs, alors que ce soit nos étangs lorrains, mais aussi de tous les étangs continentaux. Alors aujourd'hui, la réserve naturelle a une certaine responsabilité vis-à-vis de la préservation de cet oiseau, parce qu'il faut savoir qu'on a entre 6 et 8 chanteurs. Donc les chanteurs, ce sont les mâles, il n'y a que les mâles qui chantent, pour un effectif évalué à une quinzaine d'individus dans le quart nord-est. Donc le dernier grand bastion se situe ici sur la réserve naturelle et nous avons une responsabilité pour préserver cet oiseau. Et c'est aussi remarquable pour précisément comprendre, Benoît Paul, le lien entre une espèce et son milieu. Là encore, le butor étoilé est, j'imagine, bien entendu, protégé par la loi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ni le chasser, ni le détruire, etc. Mais ma foi, s'il n'a plus d'endroit dans lequel il peut vivre, eh bien, on aura beau le protéger par toutes les lois qu'on voudra, il doit disparaître naturellement. C'est précisément une des vocations aussi, j'imagine, ici à la Chaussée en Meuse, de la préservation de ce milieu que représente l'étang de la Chaussée. Oui, c'est ça. C'est préserver une espèce, c'est avant tout préserver son habitat. Et là, en l'occurrence, donc préserver les roseaux. Et préserver les roseaux, c'est essayer de veiller à soutenir une pisciculture extensive qui respecte justement son étang et la végétation qui est au bord et qui permet d'accueillir justement ces espèces vulnérables. Votre rôle ici, Benoît Paul, en tant que conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la Chaussée, c'est précisément de veiller, j'imagine, à la fois à la préservation de ces milieux et à la manière dont tout ça se corde. Est-ce que, là encore concrètement, comment ça se passe ? Vous êtes dehors, j'imagine, beaucoup sur le terrain, bien sûr, mais à faire des inventaires, vous tenez des registres, comment ça se passe ? Alors c'est un travail très, très, très diversifié, d'ailleurs, qui est très enrichissant. Une partie effectivement d'inventaire, de ce qu'on appelle des suivis écologiques. Donc on va suivre l'évolution d'oiseaux plus ou moins protégés, mais aussi de plantes, mais aussi de papillons et autres insectes. Une partie de mon travail est aussi d'accueillir des enfants pour les sensibiliser justement à la protection de notre patrimoine naturel. Une autre partie de mon travail concerne ce qu'on appelle la police de l'environnement. Donc, on disait tout à l'heure, on parlait de l'aspect réglementaire sur une réserve naturelle, mais pour l'appliquer, du coup, on a des compétences qu'on appelle donc une assermentation pour faire attention à tout ça. Il faut d'ailleurs préciser, Benoît Paul, ça ne se voit pas à la radio, mais vous êtes en tenue, on pourrait presque dire en uniforme, on vous reconnaît de loin. Alors, pas forcément de loin, parce que c'est un vert un peu kaki, capable de se fondre un peu dans la nature, mais voilà, vous avez une tenue de... Est-ce que vous êtes assermenté au titre de la loi de la protection de la nature ? Est-ce que vous êtes police de la nature ? Oui, exactement. Ça va de pair, en fait, avec la réserve naturelle. On est effectivement en uniforme, je crois qu'on peut employer le terme, au même titre que la police de la chasse, la police de l'eau, ou l'ONF aussi, la police des forêts, on peut l'appeler, l'Office national des forêts, exactement. Alors, cet uniforme, à mon sens, aussi a une utilité parce qu'elle crédibilise en un certain sens notre action sur le territoire. Et puis j'imagine, Benoît Paul, que ça doit peut-être aussi impressionner
Les enfants. Allô docteur, mon marronnier, il a la bronchite, il toussait tous ses fruits sont tombés. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smétane, jamais de chocolat. Donnez-lui du riz, de la vache qui rit, mettez-le au lit et il sera guéri. Allô docteur, mon vieux poirier, il a la laryngite, il crache, le vent ne le fait plus chanter. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Les boules de gomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses poires. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit, et mettez-le au lit, et il sera guéri. Allô docteur, mon peuplier, il a la gastro-entérite. Il crotte, sa sève a dégouliner. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Mettez-lui un pansement, donnez-lui des harengs, mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de gomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses poires. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz, et de la vache qui rit, mettez-le au lit, et il sera guéri. Allô docteur, mon cocotier, il a une otite. Il souffre, ses feuilles sont bouchées. Docteur, que faut-il faire pour le soigner? Il faut percer ses feuilles à coups de pistolet, lui donner du cerfeuil et lui faire boire du lait. Mettez-lui un pansement, donnez-lui du haras, mettez-lui un bonnet que sa grand-mère a fait. Des boules de gomme, un verre de jus de pomme, dans un arrosoir, qu'on verse sur ses poires. Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smecta, jamais de chocolat. Et donnez-lui du riz et de la vache qui rit, et mettez-le au lit, et il sera guéri, 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 et il sera guéri. Et il sera guéri. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Les ogres de Barbac, ici avec le titre Les arbres malades. Les ogres de Barbac, ce sont Fred, Sam, Alice et Mathilde Burguière, 4 frères et sœurs qui ont fondé ce groupe en 1994, ici avec les enfants de Passavant-La Rochère. On parlait des enfants à l'instant avec vous, Benoît Paul, conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la Chaussée. Comment devient-on conservateur d'une réserve naturelle régionale? Alors conservateur, je pense qu'il y a une multitude de voies à emprunter. Personnellement, je suis parti d'un DUG en fait en biologie, une première année en biologie. Et après, j'ai poursuivi par un IUP, donc une formation professionnalisée à la faculté de Tours, dans ce qui concernait l'hydrologie, donc vraiment spécialité eau, milieu aquatique. Pourquoi Tours, Benoît Paul, alors que vous êtes originaire véritablement là des alentours de l'étang de la Chaussée en Meuse? Eh bien parce qu'il n'y avait pas d'autre formation. Je ne trouvais pas de formation spécialisée vraiment dans les milieux aquatiques. Donc j'ai migré effectivement à Tours et j'en suis bien content parce que c'était vraiment une super formation qui existe toujours d'ailleurs. Et j'encourage en tout cas les auditeurs qui seraient intéressés pour travailler dans les milieux aquatiques vraiment de se renseigner sur cette formation. Et puis après, je suis revenu sur Metz, donc à la faculté de Metz, parce qu'ils ont un laboratoire qui est spécialisé aussi en hydrobiologie, donc tout ce qui concerne la biologie de l'eau, et notamment les poissons, c'était vraiment ma passion. Et donc j'ai terminé par un Master 2, donc un Bac+5, pour finalement être embauché en fait en
en bureau d'études, un bureau d'études spécialisé toujours dans les milieux aquatiques et notamment sur le thème des poissons. Après quelques années en bureau d'études, je suis parti dans une chambre d'agriculture, donc la chambre d'agriculture du département de la Meuse, qui se situe à Bar-le-Duc. Alors là, j'ai travaillé sur la gestion en fait, de conflits avec des agriculteurs sur le thème des cours d'eau et des ruisseaux, parce qu'avec avec la réglementation qui s'applique sur les cours d'eau et les modalités de l'agriculture actuelle, on a souvent à faire face à des complications. Mmh. Et puis après cette expérience, la réserve naturelle s'est créée en 2009 et j'ai candidaté. Donc je suis arrivé par chance, je crois, à pourvoir ce poste. Alors, votre passion pour les poissons, elle n'est pas un hasard, puisque je crois savoir, Benoît Paul, que vous étiez enfant déjà très impliqué ici dans les pêches traditionnelles sur les temps de la chaussée. Et puis, il faut dire aussi que vous étiez quand même très très nombreux à postuler à ce poste de conservateur de la réserve naturelle régionale. Oui, je crois que depuis mon adolescence, je viens travailler ici à cet étang de la chaussée parce que chaque année, il est vidé et on le pêche avec des grands filets, une vieille pêche traditionnelle, et j'ai toujours été passionné de ça. Donc je suis venu en tant que bénévole tous les week-ends pendant 1 mois et demi chaque année. Et effectivement, ça m'a permis de connaître déjà le pisciculteur, qui est toujours le même aujourd'hui, et de connaître un peu tout ce fonctionnement, mais d'un point de vue purement de la pisciculture. Et je crois que dans l'embauche, effectivement, au-delà de mon CV, cette expérience et cette connaissance du territoire et de l'Association des paralysés de France a joué en ma faveur. Parce que, il faut quand même le rappeler, on était plus de 150 candidats sur un poste de réserve naturelle en Meuse, avec des gens qui venaient de Corse, des gens qui venaient des Pyrénées, qui venaient de partout. Et voilà, je suis convaincu qu'effectivement, s'intégrer et faire beaucoup d'actions sur son territoire peut nous aider par la suite vraiment à trouver des boulots qui nous plaisent. En même temps, Benoît Paul, finalement, la porte d'entrée, j'allais dire, de votre fonction aujourd'hui de conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la chaussée, c'est finalement la prédation. Et j'imagine la pêche, le contact avec les poissons, le fait de les attraper. Vous étiez quelque part un pêcheur, même occasionnel, pendant peut-être 1 mois et demi. Mais on sait bien que ce sont souvent les meilleurs braconniers qui deviennent finalement après les meilleurs protecteurs. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans votre parcours, Benoît Paul ? Peut-être, c'est peut-être ça, effectivement. Ça m'a peut-être ça m'a toujours plu en fait, cet aspect de pêche, de récolte, et pour l'anecdote, depuis que je travaille ici, je crois que j'ai pas sorti ma canne à pêche une fois, donc je suis toujours dedans. Et par contre maintenant, mon boulot c'est plus de contrôler, donc effectivement. En même temps, est-ce que ça ne vous aide pas aussi à comprendre finalement, vous qui étiez finalement dans votre parcours aussi beaucoup dans la médiation, vous venez de le raconter, Benoît Paul, est-ce que ça ne vous aide pas aussi à comprendre comment on peut faire passer nos concitoyens d'un stade de l'ignorance ou de la méconnaissance à finalement la découverte par la sensibilité? Est-ce que l'idée, ce ne serait pas aussi justement, on parlait des enfants tout à l'heure, de leur mettre des épuisettes dans les mains, d'aller les pieds dans l'eau et puis de voir réellement la vie se vivre et se dérouler autour d'eux? Non mais si, mais c'est une évidence. Je suis convaincu que les expériences qu'on peut faire tous sur le terrain sont les plus formatrices. Quand on se plonge vraiment là-dedans, comme j'ai pu être plongé, c'est le cas de le dire effectivement, comme on peut être intégré comme ça dans ces pêches, on comprend tout à fait et on a tout à fait un autre point de vue qui est très très utile par la suite. Et moi je ne peux que mettre en avant cette expérience aujourd'hui, effectivement. Qu'est-ce qui, d'après vous, Benoît Paul, en un mot, fascine autant des fonctions aujourd'hui et attire beaucoup de monde? Vous étiez 160 pour le poste, vous le disiez. Qu'est-ce qui fait que ça attire autant de monde? Je crois que c'est la beauté des sites sur lesquels on travaille, l'autonomie qu'on peut avoir dans notre temps de travail et la diversité du poste. Et puis peut-être aussi le point de vue que vous avez, ne serait-ce que de la fenêtre de votre bureau, Benoît Paul. Ça, je ne peux pas le dire, oui. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou baguette magique? Benoît Paul, conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la chaussée en Meuse, c'est la séquence coup de gueule ou coup de baguette magique. Alors, lequel des deux choisissez-vous? Coup de baguette magique.
Comme les pays développés sont au courant de la disparition de la biodiversité, pourquoi ils ne prennent pas des mesures? Pourquoi les pays développés ne prennent pas des mesures? D'abord, on n'a pas beaucoup d'exemples, nous, à donner, parce que nous, en France, on n'est pas très bon pour la biodiversité. En France, on a eu, après la guerre, on devait nourrir les Français, donc on a développé une agriculture intensive. Et la France est le deuxième exportateur de produits agricoles. On a un rendement à l'hectare, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup à l'hectare. On est un pays très fort en agriculture. Mais à côté de ça, parce qu'il fallait faire pousser très vite du maïs, du blé, de l'orge, on a mis beaucoup d'engrais et beaucoup de pesticides. Et la France est le deuxième pays acheteur de pesticides. Et ça, c'est très mauvais pour la biodiversité, parce qu'on est en train de tuer ce qu'il y a dans le sol. Est-ce que vous savez, par exemple, que quand on prend un hectare, vous voyez un hectare, vous savez ce que c'est? C'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres, dans un champ. Et qu'on calcule, par exemple, tout ce qu'il y a qui vit sur cet hectare, et qu'on met ce qu'on appelle la biomasse. Alors on met les oiseaux, les insectes, l'homme, tout ce qui vit sur cet hectare, eh bien, près de 60 à 80%, c'est les vers de terre. Pour le coup de baguette magique, Benoît Paul, ce que l'on vient d'entendre, eh bien, c'est la voix de Yann Arthus Bertrand, président de la Fondation Good Planet. Il est également photographe, reporter, réalisateur. Il est surtout connu pour son livre La Terre vue du ciel, paru en 1999, un best-seller mondial. Il répondait à une question d'un élève du lycée parisien Honoré de Balzac dans une vidéo réalisée par curiosphère.tv. Pourquoi ce coup de baguette magique, Benoît Paul ? Eh bien, ce coup de baguette magique, parce que j'espère vraiment retrouver une agriculture raisonnée, une agriculture qui est proche de ces territoires. Alors, raisonnée, il faut faire attention, parce que le terme aujourd'hui est quand même un peu dévoyé, où finalement les agriculteurs qui sont dans l'agriculture raisonnée s'engagent tout simplement à respecter les doses. Mais bon, c'est un autre débat. Eh bien, tout simplement, alors une agriculture... respectueuse, peut-être. Voilà, respectueuse, qui est proche de ses valeurs, qui fait attention à son territoire. Et puis, je pense que les agriculteurs seraient les premiers concernés dans le bon sens par ces changements. Il faut vraiment qu'on prenne conscience des changements paysagers qu'a induit toute cette politique agricole. Et si je peux donner un bon coup de baguette magique pour donner des vraies valeurs, je le ferai. Pourtant, Benoît Paul, les agriculteurs vont vous dire « Mais non, nous respectons l'environnement, nous respectons la nature, nous sommes même les premiers jardiniers de la nature. » Oui, effectivement, mais est-ce que ces agriculteurs-là diront la même chose dans 50 ans ? J'en suis pas certain. Est-ce que ici, l'étang de la Chaussée, Benoît Paul, peut servir de modèle à d'autres types d'exploitation piscicole ? Est-ce qu'on vient s'informer ? Est-ce qu'on vient se former, par exemple ? Oui, tout à fait. On vient s'informer. On a généralement des universitaires qui viennent justement des futurs pisciculteurs, des syndicats de pisciculteurs. On a une multitude d'échanges comme ça pour permettre de faire rayonner en fait ce mode de gestion, qui est un mode de gestion, je le rappelle, historique. Oui, c'est pas inventé d'hier, simplement vous le comprenez mieux aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, peut-être même un peu rageant, Benoît Paul, quand comme vous, bien vous sortez, j'allais dire, de votre réserve et que finalement vous apercevez qu'autour on va vraiment dans la mauvaise voie. Est-ce que ça donne pas envie des fois, alors là pour le coup, non pas le coup de baguette magique, mais vraiment de pousser un coup de gueule? Il y a les deux côtés. Effectivement, il y a des jours où c'est très compliqué parce qu'on a des exemples typiques juste à côté de nous où vous franchissez la réserve et vous arrivez sur des cultures de céréales, donc vous tombez vraiment sur l'opposition. Et en même temps, vous vous dites que vous n'êtes pas là pour travailler pour rien, que vous préservez encore ces petits joyaux qu'on a encore en Lorraine ou ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment motivant. Le coup de baguette magique, si on pouvait aller encore plus loin, qu'est-ce qu'il faudrait souhaiter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Plus d'information, plus de sensibilisation, mieux comprendre les choses, peut-être redonner aussi un autre sens, même au mot écologie finalement, qui est assez mal compris par nos concitoyens. Oui, alors de l'information, je pense qu'on a quand même fait déjà beaucoup d'efforts parce qu'on voit que la population change. Ses envies, par exemple, de consommation évoluent. En ce moment, on voit bien avec le développement des filières courtes. Donc la population, à mon sens, a pris le bon créneau. Par contre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts, c'est nos politiques. Ah, pourtant, on a les élus qu'on mérite. Peut-être aussi qu'il y a une évolution là.
Est-ce que l'association des paralysés de France, Benoît Paul, qui ici gère aussi l'aspect, donc toute l'activité piscicole, est-ce qu'elle se sert je pourrais dire, du label réserve naturelle régionale? Elle s'en sert, oui, tout à fait. Et je pense dans le bon sens, et je serai le premier à le défendre, parce que elle s'en sert pour montrer que c'est possible et pour montrer qu'on peut effectivement travailler, produire et en même temps respecter son patrimoine. Et s'il faut passer par un label pour en parler, eh ben, écoutez, passons par un label. Hein. Dernière question, Benoît Paul, est-ce que dans la population, dans les visiteurs, dans les promeneurs peut-être aussi que vous rencontrez ici, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est une question d'âge, de sensibilité, de profession peut-être? Voilà, comment se fait-il que certains de nos concitoyens soient plus sensibles et d'autres peut-être pas du tout? Et bien sur la réserve, étonnamment, le public est vraiment très diversifié. On pourrait s'attendre à avoir un public spécialisé, qui est effectivement présent, mais voilà, l'existence même ici du domaine, et donc de l'auberge qui existe, amène un public non initié, et qui vient découvrir de fait, en fait, cette réserve naturelle. Et je pense que ça aussi, c'est un point très positif pour tous les messages qui sont à passer en faveur de la protection de l'environnement. Vous êtes confiant, Benoît Paul, vous avez le sentiment que ce coup de baguette magique, justement, va servir à quelque chose? Est-ce qu'il y a une évolution dans la sensibilité, néanmoins? Je suis assez confiant. J'ai un caractère aussi très optimiste et je pense qu'on pourra aller dans le bon sens. En tout cas, ça va être difficile d'aller encore dans le mauvais sens. Plus ou moins dans le mauvais sens. En tout cas, Benoît Paul, ne changez rien à votre optimisme. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le conservateur de la réserve naturelle régionale de l'étang de la Chaussée-s'étang-Meuse. Et pour en savoir plus, eh bien, tout simplement www.cen-lorraine.fr, CEN pour Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine. Si vous aimez la radio et si vous souhaitez nous aider à promouvoir le développement durable, quelles que soient vos compétences, rejoignez l'équipe de bénévoles de l'émission Durablement Vôtre en écrivant à contact@durablementvôtre.fr.